Règlement. La parole est à Monsieur Marc Le Fur. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, rapporteur du texte, mes chers collègues, je souhaite exprimer ici l'opinion de tous les députés UMP concernés par les langues régionales. Qu'il s'agisse de l'alsacien, du mosellan, du flamand, du corse, du nissar, du catalan, du breton, du gallo, et les députés également du monde occitan, en particulier mon collègue Alain Marc. Je pense également aux locuteurs basques ou au monde de l'outre-mer, au monde créole qui est si riche. Chaque opinion est respectable, nous sommes tous les députés de la nation, mais vous conviendrez que l'opinion des députés concernés l'est particulièrement. Les députés souhaitent que notre pays ait une relation sereine avec l'ensemble des langues de France, qu'il s'agisse des langues de métropole ou d'outre-mer, une relation fondée sur la confiance, une relation franche et positive. Le temps du mépris est, je l'espère, définitivement révolu. Pour autant, les Bretons et d'autres, j'imagine, n'oublient pas le symbole, ce qu'on appelait le symbole, qui était remis comme une punition aux élèves, aux jeunes qui avaient le tort de parler leur langue, fût-ce dans la cour d'école. Ils n'oublient pas davantage, et on l'a évoqué déjà, le funeste abbé Grégoire, qui en 93 disait « la réaction parle bas breton » et qui détourna les idéaux de 89 pour éradiquer les langues régionales et pour éradiquer la spécificité de nos territoires. Je voudrais également être sûr que le temps de l'indifférence est derrière nous à l'égard des langues régionales. Les militants des langues régionales ne sollicitent pas l'aumône d'un traitement palliatif, mais demandent la mise en place d'une politique de promotion des langues régionales qui, comme le dit notre Constitution depuis la révision de 2008, font partie de notre patrimoine. Dans cette perspective, le premier étage de la fusée fut la réforme constitutionnelle de 2008. Il y a parmi nous d'anciens ministres qui s'en souviennent, mon cher Frédéric Lefebvre, qui pour la première fois inscrivit dans la Constitution les langues régionales. J'ai regretté qu'à l'époque, monsieur le rapporteur, ni vous ni vos amis ne votiez ce texte faisant prévaloir des consignes d'origine politique. Et depuis d'ailleurs, vous vous efforcez de minorer la portée de ce texte de 2008, alors que je suis convaincu, pour ma part, que ce texte aurait suffi pour valider la charte régionale. Pas moi qui le dis, Guy Carcassonne, le regretté Guy Carcassonne, constitutionniste, le dit également. Première étape, la Constitution, réforme de 2008. Deuxième étape, l'adoption de la charte. Mais il ne s'agit pas d'un aboutissement, mais d'une simple étape. La troisième étape, qui devrait nous rassembler, c'est celle d'une grande loi, Madame la ministre de la Culture, où il ne s'agira pas d'aborder des questions de principe, mais des questions concrètes, résoudre des problèmes concrets. Il s'agira notamment de concrétiser une idée simple. L'apprentissage de langue régionale ne doit jamais être une obligation, mais l'obligation doit être faite au pouvoir public d'offrir aux familles qui le souhaitent un enseignement en langue régionale. Et nous en sommes très, très loin, n'est-ce pas, Paul Molac? Le but de mon propos est donc double. Il nous faut vous convaincre, monsieur le rapporteur, que le texte que vous nous proposez n'est pas celui qui était attendu, espéré, réclamé par les militants de nos langues. Et il nous faut également convaincre l'ensemble des députés, parfois peu sensibilisés avec des questions, peu alertés, parfois victimes d'idées reçues, que l'adoption de la charte ne constitue nullement une menace. Première partie de mon propos s'adresse donc à vous, monsieur le rapporteur. Pourquoi? Parce que la formule que vous nous proposez est d'abord une impasse en termes de procédure. L'article 89 de la Constitution organise la procédure de la révision constitutionnelle. Son alinéa 2 précise que si l'initiative de la révision est parlementaire, c'est-à-dire notre cas aujourd'hui, le terme de la révision implique un référendum. J'imagine mal un référendum sur cette question. Il ne peut être dérogé à la règle du référendum que si à l'origine de la révision, il y a un projet de loi constitutionnelle. Seule une initiative gouvernementale peut nous permettre d'adopter une révision constitutionnelle par la voie d'un congrès réuni à Versailles. Pourquoi n'avons-nous pas été saisis d'un projet de loi constitutionnel? Là, je vous interroge, Madame la Ministre. Cela aurait été plus simple, plus lisible, plus rapide. Après tout, c'était logique.
nous avons affaire à un engagement du candidat à la présidence de la République, l'engagement 56. Qui dit engagement du candidat à la présidence de la République devrait dire suivi gouvernemental. Vous nous tenez des propos ouverts, Madame la Ministre, mais on n'est pas saisi d'un projet de loi constitutionnel. Pourquoi M. Ayrault ne s'engage-t-il pas? Pourquoi ne veut-il pas opposer sa signature sur un tel projet de loi? On sait que M. Ayrault a une relation compliquée avec la Bretagne. On l'a vu encore cet automne. On le voit avec le projet de rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Une porte avait été ouverte mardi dernier, mardi 14, par le président de la République. Le Premier ministre l'a aussitôt refermée. Le fait qu'il ne s'agisse pas d'un projet de loi constitutionnel, mais d'une proposition de loi constitutionnelle pose donc deux questions. Qu'en est-il de la détermination gouvernementale? Les mots ne me suffisent pas, il faut des actes. Qu'en est-il du calendrier? Alors, monsieur le rapporteur, vous nous dites que ce n'est pas grave, on se compte, et après s'être compté, eh bien, si on dépasse le seuil des 3/5, on reviendra à un projet de loi gouvernemental. Ça veut dire qu'on reprendra tout à la base. Désignation du rapporteur, examen en commission, nouvel examen en séance. Vous comprendrez que ceci irritera les associations qui attendent, mais ceci irritera aussi un certain nombre de nos collègues qui, loin de ces sujets, ne comprennent pas. Et ceci peut poser beaucoup de questions. En définitive, nous serions tels des acteurs réunis pour une répétition générale et qui espèrent peut-être vainement une improbable première. Parce que c'est ça le sujet. Nous ne sommes ici qu'à blanc, en quelque sorte. Il faudra revenir pour examiner un projet de loi d'initiative gouvernementale. Pourquoi n'avons-nous pas commencé par cela? J'attends votre réponse, Madame la Ministre. Imaginons maintenant le calendrier. On examine le texte maintenant. Au Sénat, sans doute après les municipales, voire après les européennes. Et puis après, si on fait les 3/5, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on peut envisager une réunion du Congrès. Mais on peut envisager le début de la procédure du projet de loi gouvernemental. Mais chacun comprendra qu'entre-temps, il y a une élection de sénateurs. Donc le comptage que l'on aura fait préalablement ne sera pas pertinent, puisque la moitié du corps électoral des sénateurs aura été réélu ou battu ou changé, etc. Donc on a un vrai sujet à cet égard. Là aussi, nous sommes inquiets. Alors, ce n'est pas la première fois qu'un texte concernant les langues régionales est bloqué, est encarafé, comme on dit. Je pense au texte sur la signalétique, qui a été adopté au Sénat le 16 février 2011, à la suite de l'émotion suscitée par l'affaire dite de Villeneuve-les-Maguelons. Il s'agissait du tribunal de Montpellier, du tribunal administratif de Montpellier, qui avait interdit une signalétique en langue régionale dans cette région. Émotion, parce que la signalétique, elle existe. On le sait bien, en Bretagne, etc. Annulation. Attendez, le sujet, c'est qu'une loi a été adoptée au Sénat, de façon à prévenir tout risque. Or, cette loi, depuis 2011, n'est toujours pas inscrite au calendrier de notre Assemblée. Calendrier qui dépend de vous, du gouvernement, Madame la Ministre, ou de la majorité. Donc, on comprend bien que les militants des langues régionales se disent « on a l'habitude de ces propos que l'on nous tient et qui n'aboutissent pas à des choses concrètes ». La deuxième difficulté de votre proposition de loi constitutionnelle, monsieur le rapporteur, c'est qu'elle est très restrictive. Relisons-la. La première ligne est positive, la République peut ratifier la charte. Mais après, il y a 12 lignes objectivement négatives qui inquiètent les militants des langues régionales. Ces lignes négatives sont la résultante de la décision du Conseil constitutionnel de 1999. Mais c'est très différent. Initialement, nous avions une décision du Conseil constitutionnel, mes chers collègues, qui pouvait évoluer. D'ailleurs, la composition du Conseil constitutionnel a évolué. Peut-être que le Conseil constitutionnel n'aurait pas la même position aujourd'hui. Mais demain, si ce texte est adopté, nous aurons gravé dans le marbre des censures objectives à l'égard des langues régionales. Et ça, c'est très inquiétant. Donc j'espère que vous reviendrez à une position très simple, celle de notre proposition de loi. Tous mes collègues qui sont ici ont signé la proposition de loi dont j'étais à l'initiative avec mon collègue Marc, qui consiste à dire très simplement la République peut ratifier la charte sans opposer de conditions, ou laissons au gouvernement la possibilité d'opposer des conditions dans un éventuel référence au traité, pourquoi pas, mais en tout cas pas dans la Constitution. Alors dans ces conditions, il y a
vous dénoncez la notion de groupe. On peut le comprendre. Notre République ne s'organise pas autour des groupes. Mais ceci est malgré tout pernicieux, parce que la langue, par définition, ce n'est pas un échange avec soi-même. C'est un échange avec des tiers, en société. Donc, par définition, la langue est associée à la notion de groupe. Et des esprits malveillants peuvent avoir à redire à cet égard. Plus pernicieux, vous écrivez, dans les conditions. L'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public. Cela paraît évident. Et il ne nous viendrait pas à l'esprit de contester l'usage du français dans les mairies ou de demander la traduction de l'austère bulletin officiel de l'éducation nationale ou de plus encore austère, surtout depuis que vous l'avez enrichi ces derniers mois, Code général des impôts. Bien évidemment, il ne s'agit pas de traduire cela. Mais par contre, mes chers collègues, France 3, c'est un service public. Vous allez demander à France 3 de ne parler que français, alors même que chacun le sait, dans nos France 3 en Bretagne ou ailleurs, il y a des émissions en langue régionale. Ceci sera-t-il possible demain? À la lecture de ce texte, ce ne sera plus possible. De même, vous dites l'usage du français sera obligatoire pour les personnes morales de droit privé participant au service public. C'est exactement la situation de Diwan ou la situation de toutes les écoles privées, confessionnelles ou non, qui concourent à la formation en langue régionale. Ça voudrait dire qu'elles ne pourraient plus utiliser la langue régionale. C'est objectivement une aberration et c'est très inquiétant. Et on voit là un vrai risque très objectif lié à une pédagogie à laquelle sont très attachés les réseaux en matière de langue régionale, c'est la pédagogie dite de l'immersion. Ça consiste à permettre aux enfants de bénéficier d'un enseignement en langue régionale conséquent et de l'utilisation de ces langues régionales, y compris dans la vie quotidienne de l'école, à la cantine ou ailleurs. Et le réseau Escolim y est très attaché, ça veut dire le CSK au Pays Basque, Bressola en Catalogne, Diwan en Bretagne, Calandreta en Occitanie et ABCM en Alsace. Ces écoles sont attachées à un mécanisme dit de l'immersion. Qu'est-ce que ça deviendra l'immersion? Est-ce que ce sera toujours possible? On sait que M. Payon est très hostile à l'immersion. Il en avait fait la démonstration lors de la loi sur l'école en première lecture. Rappelez-vous du fameux article 27 bis. On s'en souvient. Les militants des langues régionales s'en souviennent. Il a fallu quelques remontées de bretelles, qui j'espère aussi sont venues de votre camp d'ailleurs, pour qu'entre la première lecture et la deuxième lecture, M. Payon avale son chapeau et accepte de sortir de son texte cette disposition qui remettait en cause tout notre dispositif à l'égard des langues régionales. Alors, c'est vous dire si nous sommes inquiets, si des réseaux comme Diwan, bien sûr, mais aussi Divière ou Dihun, le réseau public ou le réseau catholique qui enseigne le breton, manifestent les mêmes inquiétudes, mais ça vaut aussi pour d'autres régions. Donc, les associations sont inquiètes parce qu'elles ont été échaudées. Je pense à 92. Nous introduisons, c'était un gouvernement Jospin, nous introduisons dans la Constitution la langue française et la langue de la République. Très bien, une évidence. Ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'on nous dit que ça ne sera pas utilisé contre les langues régionales. Unanimité. Il n'empêche que quelques mois après, des amis à vous, du SNES, des syndicats enseignants traditionnellement hostiles aux langues régionales, posent la question du rapport qui s'était créé entre Diwan et le ministère de l'Éducation nationale, qui était dirigé par M. Lang à l'époque, et annule les avancées qui avaient été envisagées par M. Lang. Ça veut dire que les meilleures intentions du monde peuvent nuire à nos langues. Et là aussi, ceci a concouru à échauder l'ensemble de ceux qui sont sensibles à cette préoccupation touchant aux langues régionales. Donc les associations nous disent qu'il y a un risque conséquent. Autant le risque est grand, autant l'avantage suscité par la charte est faible. Pourquoi est-il relativement faible, mes chers collègues? Je suis un partisan de l'adoption de la charte, je n'ai pas de problème. Mais l'avantage relatif que nous allons en retirer est faible, parce que vous avez choisi la solution à minima. Ça avait d'ailleurs été le choix initial. Un tout petit peu de technique. Il y a 98 propositions dans la charte. Pour être considéré comme signataire, il faut qu'un pays en adopte 35. Notre gouvernement nous propose d'en adopter 39. C'est le minimum. La moyenne des pays européens, c'est 50. Quand on examine ces 39 propositions, objectivement, tout est peu ou prou déjà dans nos textes, surtout dans les régions les plus avancées. Je prends par exemple l'exemple du Pays Basque. On sait qu'il y a un travail remarquable qui a été fait dans le Pays Basque
en particulier à l'initiative de l'Office basque, et je pense en particulier à Marc Brisson, qui est un élu de Biarritz, qui a été longtemps le directeur de l'Office, eh bien, tout ça va bien au-delà des 39 propositions. Donc ça ne leur amène pas grand-chose. Peut-être pour des langues qui ont une place moins grande, ça sera important, mais pour eux, un peu moins. En tout état de cause, la France aurait bien pu aller au-delà des 39 propositions. Toujours le regretté professeur Carcassonne disait que nous pouvions, sans risque constitutionnel, et il est listé, adopter 52 propositions. Voilà les quelques éléments que je voulais vous indiquer quant à notre rapporteur, et j'espère l'avoir convaincu qu'il faut maintenant revenir à quelque chose de simple, un projet de loi gouvernemental qui précise simplement, un projet de loi constitutionnel, qui précise simplement que la République peut adopter la charte des langues régionales. Maintenant, et c'est la deuxième partie de mon propos, il me faut convaincre aussi nos collègues qui sont inquiets à l'égard de cette charte, qui ne la comprennent pas, qui ne la connaissent pas. Et je souhaite leur adresser un mot parce que je sais qu'ils sont par définition moins familiers que nous ou que d'autres à l'égard de ce texte ou à l'égard des préoccupations touchant aux langues régionales. Je voudrais d'abord leur dire que si le nombre de locuteurs des langues régionales décline, c'est hélas un constat, le nombre d'enfants, d'adolescents, d'étudiants apprenant les langues régionales ne cesse de croître. Leur dire que la transmission, naguère essentiellement familiale, se fait de plus en plus par le système scolaire. Et donc, il y a là quelque chose qu'il faut enrichir, développer. Il y a là une réalité à laquelle nous sommes très attachés. Je voudrais également dire à ces collègues que ce sujet ne se limite pas aux locuteurs et aux apprenants. Il faut savoir que dans les régions concernées, il y a une extrême sensibilité à ces questions. Et même des gens qui ne connaissent pas le breton, par exemple, qui ne le comprennent pas, qui n'ont avec lui qu'une relation lointaine, ils sont attachés parce que c'est pour eux un élément d'identité. Et je suis convaincu que bon nombre de jeunes Français d'origine bretonne qui parcourent les grandes villes américaines, n'est-ce pas, mon cher Frédéric Lefebvre, parce qu'ils ont le sens de l'aventure, c'est dans leur gène, en quelque sorte, eh bien, sont attachés à cette langue et à leur identité, alors même que leur lien avec la langue bretonne est, pour le coup, bien souvent, objectivement lointain. Donc, sachons identifier cette préoccupation. Il est d'ailleurs frappant que des jeunes très intégrés, maniant parfaitement et les nouvelles technologies et l'anglais, etc., manifestent ce même attachement qui ne relève absolument pas du passé, mais qui, au contraire, est un élément d'avenir, comme une espèce de compensation à la mondialisation. Dans un monde extrêmement ouvert, chacun aspire à se raccrocher à quelque chose, et je crois que c'est une bonne chose. Il n'est de conquérants, il n'est d'aventuriers que ceux qui ont un port d'attache. Alors, donc, il faut adopter cette charte, j'en conviens. Il faut également l'adopter pour nous mettre au diapason de l'Europe. D'autres que moi l'ont dit, je n'y insisterai pas. Sachez, mes chers collègues, et vous le savez bien, monsieur le rapporteur, que voisiner avec la Turquie et la Grèce, c'est bien, mais il y a des pays plus exemplaires, et j'espère que nous voisinerons bientôt avec d'autres pays qui ont été plus allants sur ces questions. Alors, quel argument oppose-t-on à la charte? Je voudrais tordre le cou à l'un d'entre eux. Certains nous disent ce sont les langues de l'immigration qui bénéficieront de la charte. Pas du tout. Et là, les choses sont extrêmement claires dans les textes. Je voudrais préciser que non seulement ces langues sont listées, il y a 75 langues qui ont été listées, essentiellement majorité de langues d'outre-mer, mais aussi beaucoup de langues de métropole. Et en tout état de cause, l'article 1er de la Charte dispose que les langues régionales, il s'agit de langues régionales et minoritaires, pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l'État et différent de la langue officielle. Cet article ajoute, pour clarifier définitivement les choses, l'expression de langue régionale ou minoritaire n'inclut pas les langues des migrants. Chère Annie Genvar, les choses sont extrêmement claires. Il ne s'agit donc ni du berbère, ni de l'arabe, ni du turc. Ça peut être un autre débat, mais en tout cas, ce n'est pas ce débat. Qu'on ne vienne pas le polluer. Je dirais même, mes chers collègues, que l'adoption de la charte nous protège, puisque le traité a valeur supralégislative. Nous pourrons demain, clairement, éviter des lois qui pourraient être proposées par un certain nombre de nos collègues qui sont très allants sur ces questions, pour dire non, ce sont deux choses distinctes. Donc, de ce point de vue, les langues des migrants ne sont pas du tout en jeu. Il s'agit des langues traditionnellement pratiquées en France, et chacun le sait. Exactement, les langues traditionnellement pratiquées, c'est extrêmement clair et elles sont listées. Finissons aussi avec un paradoxe français.
Hors de nos frontières, notre État se fait le protecteur de la diversité. Et dès qu'il s'agit de langues régionales, chez nous, il nie cette diversité. La France a ainsi ratifié la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, dans laquelle il est précisé que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle. On l'a signé. Alors pourquoi l'applique-t-on pas chez nous? Et ceci est intervenu en 2005, sans réserve aucune. Déjà en 2003, toujours sans réserve, notre pays avait ratifié la Convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Jacques Chirac, au terme de son mandat, s'est d'ailleurs investi à créer une fondation et avait sollicité le concours de Rosane Méline, une militante du breton, qui s'était investie pour la diversité culturelle et également linguistique. Nous sommes tous, autant que nous sommes ici présents dans l'hémicycle, des défenseurs de la francophonie. Mais bien souvent, la francophonie, elle est menacée. Et bien souvent, elle sollicite les mêmes moyens que nous sollicitons pour les langues régionales. Bien souvent, la francophonie, à l'échelle du monde, elle s'apparente à une langue régionale. Donc, soyons cohérents avec nous-mêmes, faisons de nous des défenseurs de la francophonie, et ce faisant, faisons aussi de nous des défenseurs des langues régionales. Il n'y a aucune contradiction. Je prétends être un bon Français, et je dénie à quiconque le droit de me dire le contraire, tout en étant un bon Breton, et j'imagine qu'il en va de même des Corses, des Alsaciens, etc., etc. Il n'y a pas de contradiction. En tout cas, les langues régionales, elles ne veulent pas finir au musée du Quai Branly. Elles veulent vivre, elles veulent se développer, elles veulent adopter la modernité. C'est ce que nous souhaitons. Alors sortons de ces débats conceptuels et défendons les langues régionales. Je le dis aussi pour nos amis de l'UMP. Et j'appelle ici la mémoire de deux grands élus qui furent deux présidents du Conseil régional de Bretagne, Raymond Marcellin et Yvon Bourges, ministres du général de Gaulle. L'un était ministre de l'Intérieur. Pourrait se dire, voilà des gens qui ne sont pas favorables aux langues régionales. Que nenni! Ils ont parfaitement compris qu'il fallait s'emparer du sujet. Et Raymond Marcellin et Yvon Bourges furent des militants à leur époque des langues régionales. Et ils avaient parfaitement théorisé les choses, en comprenant que si les partis républicains ne s'occupent pas de ces sujets seront en quelque sorte captés par des gens éloignés des préoccupations de la République. Donc il nous faut, tous autant que nous sommes, nous mobiliser sur ces questions des langues régionales. La France s'enrichit de ces différences. La France est diversité, disait Vidal de Lablache, le grand géographe du XIXe. Sortons un instant du débat sur les langues pour évoquer la culture, Madame la Ministre. Je m'adresse à vous, vous êtes ministre de la Culture. Les polyphonies corses, les chants basques, les fest-noz bretons, autant de spécificités qui sont finalement les nôtres, collectivement, quelle que soit notre région d'appartenance, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi n'en serait-il pas de même pour la langue, pour les langues? Ce serait un élément de richesse tout à fait apprécié. Alors, Madame la Ministre, je veux bien croire que ça ne vous intéresse pas, la langue régionale, mais si vous aviez un instant à m'accorder, je serais assez preneur. Merci. Alors, et ce faisant, Madame la Ministre, je vous l'apprends peut-être, l'UNESCO lui-même a reconnu les fest-noz. Voilà. Eh bien, dites-le à haute voix et faites en sorte que nos différences nous enrichissent mutuellement au lieu de nous diviser, comme certains voudraient encore l'imaginer. Certains, sur ces bancs, considèrent que l'émancipation est l'objectif ultime de toute croissance humaine, que l'homme, réduit au citoyen, n'est libre que lorsqu'il est détaché de toute contrainte, de toute transmission, de tout héritage, qu'il est seul. Je fais partie, quant à moi, de ceux qui sont convaincus du contraire, que la personne humaine, que le petit d'homme et de la femme n'est pas une page blanche, qu'il est aussi l'héritier de choses qui le dépassent et qu'il se construit essentiellement par la transmission. Et ce faisant, les débats que nous avons eus il y a quelques mois sont très cohérents, et je prétends être très cohérents. La transmission qui permet le dialogue, la relation, qu'aurions-nous à partager si nous étions tous les mêmes? Qu'aurions-nous à partager entre nous, Français, si nous étions tous les mêmes? La transmission d'une culture par la famille, par l'école, par la commune, par l'entreprise, par la région est tout à fait essentielle. Ne pas permettre la transmission, l'empêcher, c'est en quelque sorte voler quelque chose aux générations à venir. Chacun est libre d'accepter cet héritage, de le transformer, voire de le rejeter, mais chacun a le droit de connaître cet héritage. C'est ça que nous disons aujourd'hui. Chacun d'entre nous a une histoire, et chacun la vit individuellement. Moi, mes parents, mais c'était l'autre toute leur génération, ont appris le français à l'école, et mes deux grands-mères portaient la coiffe. Eh bien, je suis fier de cet héritage. Et la République m'a appris d'autres choses. Mais il n'empêche que, au fond de moi, il y a cette préoccupation qui est toujours là et dont je suis comptable. Et je suis convaincu
qu'au milieu de nos vies, à chacun, il y a quelque chose de cette nature. Le propre des régimes totalitaires, c'est justement d'effacer le fruit de l'expérience des générations antérieures, c'est d'effacer l'héritage pour mieux imposer leur vision idéologique. L'esprit critique ne peut alors plus s'exercer puisqu'il n'y a plus de référence au passé. Donc soyons conscients que les langues régionales, les cultures régionales au-delà, concourent à notre enrichissement. L'enjeu de cette charte est beaucoup plus vaste que les simples questions du plurilinguisme. L'enjeu c'est d'admettre l'altérité, les différences concrètes et non pas théoriques, la diversité, comme des bases indispensables à l'exercice de la liberté, comme des bases indispensables également à l'exercice de l'égalité. L'égalité, ce n'est pas l'uniformité. Sortons-nous de cette idée très jacobine que l'égalité se confondrait avec l'uniformité. L'égalité, ça veut dire une différence assumée et respectée. Les militants des langues régionales veulent bien plus qu'un édit de tolérance, ils veulent une charte des libertés. Faisons confiance aux Français en général et aux locuteurs des langues régionales en particulier. Je voudrais clore mon propos en évoquant un monument de la littérature française, et je dis française, Frédéric Mistral. Mistral, le Félibrige, l'auteur de Mireille, qui dédicaça son œuvre à Lamartine et dont Gounod fit un merveilleux opéra. Mistral, Nobel de littérature, dont reconnu au niveau universel, l'homme qui consacra son prix à la création du Muséum Arlaten à Arles. J'aurais voulu que notre collègue Henri Guénaud entende cela, vu lui qui a des souches arlésiennes. Dans quelques semaines, nous célébrerons le 100e anniversaire de la disparition de Mistral, Madame la Ministre, le 25 mars 2014. Madame Filippetti, cette année, vous n'oublierez pas Jaurès, et je ne vous en fais pas grief, mais je vous en prie, n'oubliez pas Mistral. À Mistral, j'associerai son contemporain, Jean-Pierre Callor, dit Blaymore, un poète breton, tombé lui aussi au champ d'honneur. La Bretagne, 250 000 victimes, tombé au champ d'honneur en 1917. Son nom figure au Panthéon. Voici ce qu'écrivait Callor dans les tranchées en 1914. Je suis le grand veilleur debout sur la tranchée. Je sais ce que je suis, je sais ce que je fais. L'âme de l'Occident, sa terre, ses filles et ses fleurs, c'est toute la beauté du monde que je garde cette nuit. Voici ce beau texte. Et Mistral et Callor savaient tous les deux qu'ils étaient singuliers dans leur œuvre et dans leur poésie, mais que, à leur façon, ils atteignaient l'universel. Ils n'y voyaient aucune contradiction, mais plutôt un enrichissement perpétuel. Avec eux, notre pays prend des couleurs et respire la lavande et la bruyère. Pour Mistral, pour Callor, faites de cette année 2014 une année de fête pour tous les locuteurs des langues de France. Ouvrez-leur vos bras, laissez la musique de ces langues chanter à vos oreilles une mélodie polyphonique. Dites-leur que vous avez confiance en eux. Vous avez bien compris, monsieur le rapporteur, que votre texte n'est pas à la hauteur des ambitions que je viens d'évoquer. Vous avez bien compris que votre texte ne correspond pas aux attentes de ceux qui, depuis de nombreuses années, et que je salue aujourd'hui, militent pour nos diverses langues régionales. Il faut donc renvoyer en commission, ça peut aller très vite. Il s'agit simplement que nous disposions non pas d'une proposition de loi qui aboutirait à une impasse, chacun l'a compris, mais d'un projet de loi. Il faut également que nous disposions d'un texte simple, non pas de 13 lignes dont 12 sont négatives, mais d'une seule ligne. La République peut ratifier le texte sur les langues régionales. Mes chers collègues, je crois qu'il faut que nous en soyons chacun convaincus et je suis convaincu, en tout cas, que notre rapporteur acceptera cet effort modeste que je lui demande. Merci.